cette conférence qui s'intitule «L'énergie de demain, des services et des usages en pleine ébullition». Alors aujourd'hui, on parle de transition énergétique. La transition énergétique, c'est un enjeu en fait de produire et de consommer la bonne énergie au bon endroit, au bon moment. Donc ça fait beaucoup de contraintes, ça oblige à avoir les systèmes énergétiques de manière très large en tant que système, avec des parties prenantes qui vont à la fois produire, consommer, juste consommer, mais tout ça, il y a besoin d'équilibrer les services et tous les réseaux et ces sources de nouveaux services. On en voit qui apparaissent, on voit que sur l'ensemble de ces services, il y a une dimension digitale qui est très importante et c'est vraiment le sujet du jour. Quelles sont les solutions innovantes? En quoi est-ce que le digital peut aider? Et comment est-ce qu'on peut accélérer tout ça? Est-ce que ces services innovants jouent un rôle véritable dans la transition énergétique et permettent d'atteindre des objectifs qui arrivent de plus en plus vite? On est vraiment sur une notion de temps qui s'accélère et d'échéances qui se rapprochent. Merci à nos 4 intervenants d'avoir répondu présent à l'invitation. Je vais commencer par les présenter. On a imaginé un déroulé pour cette conférence et si tout va bien, il y aura un petit peu de temps pour un temps de questions-réponses à l'issue des principales prises de parole. Donc 5-10 minutes avant la fin, je vous rappellerai que vous pouvez commencer à réfléchir aux questions que vous souhaitez poser en fin de session. Autour de cette table donc, sont réunies Isabelle Spiegel. Voilà, bonjour. Est-ce que vous voulez dire 2 mots pour vous présenter? Simplement bonjour, et comme ça me permet de vérifier que le micro fonctionne. Je suis la directrice de l'environnement du groupe Vinci. Merci à vous. Sandra Melki, donc, bonjour. Bonjour, je suis en charge du secteur énergie chez Microsoft et du développement durable Cross Industry. Bonjour, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Très bien, merci. François Le Galland, directeur de l'ITAN CEA. Oui, bonjour, donc également enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc, François Le Galland, vous m'entendez mieux comme ça? Je vais parler un peu plus fort. Directeur du CEA l'ITAN, donc l'Institut de la recherche technologique du CEA, en particulier qui travaille sur l'innovation dans les énergies renouvelables. Merci François. Patrick Rakotonaraï, donc je dirais Rako pour la suite. Oui, donc Patrick Rakotonaraï, bonjour à tous. Donc moi je suis le délégué général de l'Institut Smart Grid et aussi donc le directeur régional d'Enedis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Très bien, merci. Moi, je suis Céline Fallot, je suis responsable d'innovation pour le pôle Tenerdis. Tenerdis, c'est un pôle de compétitivité qui travaille sur la transition énergétique. Donc, on va animer tout un réseau d'acteurs qui vont travailler sur des projets innovants, les construire, travailler ensemble, travailler à la valorisation des solutions innovantes qui sont issues de ces acteurs. Et donc, pour ça, on va réunir des acteurs de la recherche, des grands groupes, des PME, des startups, des collectivités qui partagent les mêmes ambitions et qui, au niveau régional, vont continuer à déployer les solutions qui sont nées de ces projets collaboratifs. Merci à tous les 4. Donc, pour commencer, on va travailler sur la partie plutôt développement de la consommation d'énergie. En quoi est-ce que cette consommation peut être source de services? Quels sont déjà les grands scénarios excusez-moi, j'ai dit consommation, je veux dire production. Quels sont les grands scénarios qu'on imagine et qui ont été déjà définis pour les décennies à venir? Alors, oui, si on regarde entre les différents scénarios qui ont pu être travaillés par des différents acteurs français et européens ces dernières années, il y a quand même quelques grands inchangés, quelques grandes constantes. Le premier, c'est quand même, et c'est la base, c'est un enjeu d'efficacité énergétique. Hein. On a sur la plupart des scénarios des enjeux d'avoir 40% de gains en efficacité énergétique d'ici 2050. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut bien avoir en tête. Un deuxième point qui est un enjeu très fort d'électrification. Voilà. Avec, on va le voir, que ce soit avec de la production, d'électrification avec des électricités décarbonées, hein, que ce soit nucléaire ou renouvelable avec de l'hydro, du photovoltaïque, d'éolien et autant d'autres.
Un troisième sujet important qui est le rôle très important, en particulier en Europe, du réseau, hein, puisqu'on a la chance en France et en Europe d'avoir un réseau très maillé et qui permet beaucoup de flexibilité, même si on va voir que pour aller vers ce qu'on veut avoir d'ici 2050, il y a des investissements forts à faire sur ce réseau pour qu'il permette d'intégrer tout ce qu'on veut y intégrer. Après, il y a un quatrième point qui est important, c'est tout ce qui est autour du stockage et de ce qui permet en termes de flexibilité. Donc là, on trouve des choses comme les steps. Il faut avoir en tête que ce sujet de l'électricité, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un levier important. Et puis des choses qui sont très complémentaires, comme les batteries, si on veut faire du stockage sur des courtes durées, et puis pour des plus longues durées, des choses du stockage saisonnier avec par exemple le vecteur hydrogène. Et puis le dernier point, je dirais, c'est pour tous les cas où on ne peut pas électrifier. Voilà, avoir en tête qu'il y a aussi des sujets autour de l'hydrogène, autour des gaz verts, autour du Power to X, d'aller soit à partir de biomasse, soit de manière avec de l'hydrogène décarboné et des molécules de synthèse, aller fabriquer soit des carburants durables et des molécules durables pour décarboner tout ça. Voilà. Donc il y a quand même quelques grands invariables, quels que soient les scénarios en France et en Europe. Très bien. Et au vu de ces scénarios, donc Vinci, vous allez intégrer des différentes options, différentes technologies. Vous avez des enjeux aussi sur les infrastructures de production d'énergie. Comment est-ce que vous intégrez ces enjeux dans vos projets d'infrastructure ? Je pense qu'effectivement, la richesse, je dirais, des activités dans lesquelles on intervient, c'est que en matière d'énergie, c'est un enjeu un petit peu partout. Déjà sur nos propres émissions de gaz à effet de serre, quand on fait notre bilan, en fait, quasiment 100% vient des consommations énergétiques de nos propres activités. Et comme on est intégrateur, on va dire, de solutions, qu'on soit dans la construction d'infrastructures ou en particulier dans l'énergie, finalement, il y a des enjeux extrêmement forts qu'il faut qu'ils fassent qu'on ait un petit temps d'avance sur la transition pour réussir à la piloter et à la maîtriser. Donc je dirais qu'on va intervenir à différentes échelles. L'une, c'est d'être acteur des nouvelles sources d'énergie. Donc là, on est dans le volet production. Donc finalement, dans la production elle-même, on doit être acteur soit en investissant dans de la R&D. Donc on a un partenariat d'ailleurs avec le CEA et puis d'autres acteurs sur de la production en fait d'hydrogène. Donc c'est plutôt sur les technologies d'hydrolyseurs. Et vous pourrez y revenir bien sûr parce que pour le coup, je ne suis pas suffisamment technique pour en parler. Soit en se disant l'hydrogène c'est une aventure à la fois technique mais c'est une aventure qui a besoin de changer d'échelle aussi et donc qui a besoin d'investissement. Donc c'est des premières thématiques sur lesquelles on se dit on ne va pas faire tout seul dans notre coin, on a besoin d'agir dans une logique un peu d'écosystème. Mais donc on a créé avec Total Energy et Air Liquide le plus gros fonds d'investissement privé sur la question de l'hydrogène, donc pour soutenir le développement de ces technologies. Donc ça c'est comme ça qu'on va agir, je dirais, à un niveau, il y a des technologies émergentes, on y croit et on n'y croit pas uniquement dans l'absolu, on y croit que parce qu'elles vont servir nos propres infrastructures de transport. Donc, de manière très concrète sur l'hydrogène, c'est aussi des démonstrateurs qu'on a sur des chantiers qui passent à l'hydrogène, sur des plateformes aéroportuaires qui vont aussi être distributeurs, etc. C'est également, je dirais à l'échelle du groupe, une acquisition, puisqu'on vient de racheter Cobra Industrial Services, qui a différentes activités, mais surtout un potentiel de développement de plateformes, de production du coup, et d'exploitation de nouvelles capacités éoliennes, solaires, etc. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on intervient au niveau d'un groupe. Ensuite, je crois que l'autre échelle sur laquelle on intervient, c'est de rapprocher production et consommation. Et donc, de se dire finalement, il y a dans la consommation, il y a tout un volet d'efficacité, mais nous aussi, dans notre stratégie de décarbonation à l'échelle du groupe, on va passer par l'efficacité, avoir la bonne consommation au bon endroit, etc. Et puis la décarbonation. Et donc, aller le plus possible vers, finalement, quelle est l'énergie la plus adaptée. Donc on installe des panneaux photovoltaïques sur nos plateformes aéroportuaires pour nos propres besoins d'autoconsommation et ça a du sens surtout, je dirais ça a du sens partout, mais ça a du sens encore plus quand on est dans des pays où l'électricité n'est pas forcément aussi décarbonée qu'on peut l'avoir en France, où c'est d'autres solutions, on va dire. On a Power Road par exemple sur la route,
où on va capter l'énergie solaire, la stocker en géothermie et la revaloriser. Donc là, on est aussi sur quelque chose qui finalement a une échelle relativement locale. On va avoir de l'innovation technologique, mais surtout recombiner les différents maillons, on va dire, de la chaîne de valeur, pour qu'on soit à la fois producteur et stockeur du coup et exploitant d'énergie. Très bien. Sur cette question de changement d'échelle, là, donc qui est clé, est-ce que vous, les uns ou les autres, vous souhaitez réagir? Je vois François qui prend le micro. Est-ce que ce sont des enjeux sur lesquels vous voyez qu'il y a l'accent à mettre? Comment, par rapport à ce que vous nous aviez dit? Donc, on a parlé de l'hydrogène, je crois que sur le solaire aussi, il y a des enjeux de ce côté-là. Alors oui, oui, de toute façon, on voit bien que pour aller à la vitesse où il faut aller substituer les énergies fossiles, il va falloir déployer massivement un certain nombre d'énergies décarbonées. Alors, bien sûr, de nos côtés CEA, il y a le nucléaire, mais on est aussi très présent sur le photovoltaïque et on a des activités de recherche extrêmement intenses sur le sujet. Et à la fois pour continuer à améliorer les rendements, on voit que sur les cellules photovoltaïques, là, avec des cellules à une jonction, on est en train de on est autour des 25-26% de rendement. On se rapproche de la limite théorique de ce qu'on peut avoir avec une seule jonction. Donc on va commencer à aller travailler sur des cellules de jonction pour aller capter une plus grande partie du spectre solaire et aller vers des cellules qui vont aller à plus de 30% et ainsi continuer la course aux rendements les plus élevés. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'on a un partenariat avec Enel Green Power qui a annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient installer à Sicile 3 gigawatts de cellules d'hétérojonction. C'est une technologie qu'on leur a transférée il y a 3 ans. Ça va être la première usine en Europe qui fera de Gigafactory, qui fasse cellules et modules en Europe. Donc on en est très fiers. Et puis sur le photovoltaïque, il y a aussi ce sujet de ce qu'on appelle le PV everywhere, c'est-à-dire on voit bien que le photovoltaïque, ça ne peut pas être que des grands champs. Il y a un sujet d'utiliser au maximum des zones déjà artificialisées, d'aller faire du double usage. Donc on parle par exemple du photovoltaïque intégro-bâti, de l'agri-photovoltaïque, du photovoltaïque flottant, où là il y a énormément de développement spécifique, parce qu'il faut à la fois, il y a des sujets de poids, de densité énergétique, de répondre à des normes différentes, puisque quand on veut être intégro-bâti, il faut répondre à un certain nombre puisqu'il y a des limitations après quand on va installer pour le permitting, pour les assurances, pour un certain nombre de choses. Donc là aussi, il y a plein de cet axe de déploiement du photovoltaïque ailleurs que sur des grands champs solaires. Et quand on regarde les différents scénarios, en France et en Europe, ça va être plus de 50% du photovoltaïque qui va être là-dessus. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui est être durable. Voilà. Et donc, vu les quantités qui vont être installées, il faut que ces modules soient éco-conçus, il faut qu'on diminue la quantité de matériaux critiques, il faut qu'on soit capable de les recycler et de les réutiliser. Voilà, donc il faut en termes de R&D, nous on a à préparer tout ce qu'il faut pour que ce déploiement et cette accélération sur les différents axes soit possible. Merci. Excusez-moi, je pense que Sandra avait levé la main d'abord, donc je vais lui laisser. Oui, enfin, quand on parle de passage à l'échelle, je pense que le numérique prend toute son ampleur et effectivement, on parle beaucoup de nouvelles énergies. C'est là où on va voir des nouveaux jumeaux numériques ou des solutions autour de la data, de l'intelligence artificielle. Et ça, on le voit de plus en plus, même dans les phases d'engineering et de R&D. Et alors que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de jumeaux numériques dans les phases de production pour justement simuler, optimiser la production. Et je prendrai juste 2 exemples. Un exemple, on a développé avec une start-up du groupe EDF qui s'appelle Metroscope, qui est présente d'ailleurs aujourd'hui, grâce à des jumeaux numériques et de une solution d'intelligence artificielle, de l'optimisation des centrales de production d'énergie nucléaire. Et un deuxième exemple dans l'éolien avec Vestas, où de la même manière, grâce à des jumeaux numériques et de l'intelligence artificielle, on est en capacité en temps réel de optimiser l'utilisation du vent et éviter les effets de sillage entre les éoliennes, ce qui permet de réorienter toutes les pales au moment du passage du vent, puisqu'il y a des effets de sillage entre 1 ou 2, 3 éoliennes. Et donc ça, c'est vraiment en temps réel avec du numérique.
Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans ce passage à l'échelle, on a besoin du numérique, non seulement dans de la simulation sur des nouvelles typologies d'énergie, mais aussi dans l'optimisation en fait, des énergies qui sont aujourd'hui en place. On parle d'efficacité énergétique, on parle de sobriété énergétique. Je pense que c'est aussi important qu'on ait tous les leviers aujourd'hui pour optimiser ce qui est déjà en place. Très bien. Parmi les leviers, Patrick, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, je pense surtout de vous donner en fait, je dirais un éclairage quand on parle de changement d'échelle, ce que ça peut représenter concrètement. C'est-à-dire que si on dit on change d'échelle, comme ici on est à Lyon, je vais prendre une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes a comme objectif donc de faire plus 600% de PV d'ici 2030. Si vous prenez juste un objectif comme celui-là, tous ceux qui sont impactés par cette décision, donc ce qui est un véritable objectif, hein, c'est pas juste un but, on dit on va peut-être le faire, etc. Il faut se mettre en tout cas en mouvement pour y arriver. Ça veut dire que toute la chaîne, toute la chaîne technique, contractuelle, toute la chaîne de valeur doit de toute façon travailler autrement que business as usual. Ça veut dire que ce changement d'échelle-là, il impose à tous les acteurs d'innover, je veux dire, de travailler autrement. Et c'est ça ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, donc depuis quelques années, là, et qu'on accélère. On a entendu les innovations il y en a certaines qui sont déjà arrivées. Sur la data, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais il y en a encore d'autres où on n'a pas encore trouvé les solutions industrialisables. On a les démonstrateurs qui sont en cours, qui donnent des résultats plutôt probants. On pourra en parler peut-être après. Mais ce changement d'échelle-là sur le PV, l'éolien, si on parle de cette région, sur le H2, c'est encore plus. Donc, il y a un véritable enjeu pour que tous les acteurs se mettent ensemble pour trouver la solution ensemble. Tout seul, et là je mets ma casquette Enedis par exemple, on est persuadé que tout seul on n'y arrivera pas. C'est-à-dire en disant, nous parce que c'est toujours plus facile de décider tout seul. Hein. Je veux dire, on fait une réunion avec soi-même, on a trouvé que notre idée elle est bonne et puis on la met en œuvre, ça va très vite. Hein, et après la brume se lève et on voit le mur. Donc et on est dans cette situation-là si on ne se met pas ensemble pour faire face à ce changement d'échelle. Donc, et pour illustrer ce que vous venez de dire, un chiffre juste en passant, l'Agence internationale de l'énergie a fait une étude il y a je crois que c'était l'été dernier, hein, ils regardaient pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ils ont un peu recensé l'ensemble des briques qui étaient nécessaires pour faire cela. Et ils ont vu que 45%, je crois, des briques nécessaires pour faire ça n'étaient pas actuellement à l'état de maturité industrielle pour être... voilà. Donc ça illustre complètement ce que vous venez de dire. Quoi. Je voulais également ajouter un point. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement de travailler en écosystème, mais c'est aussi de voir en fait quelles sont les interdépendances des nouvelles énergies renouvelables. Par exemple, quand on fait des fabrications de champs d'éolien, tout le surplus d'énergie verte qui va être produite va permettre d'alimenter et de produire de l'hydrogène vert. Et donc c'est aussi pendant les phases d'anticipation où il faut qu'on puisse avoir cette vision vraiment 360 en intégrant l'ensemble des éléments et des différentes productions d'énergie pour se poser la question et de se dire je vais fabriquer de l'énergie verte à travers de l'éolien, le surplus de production, comment je vais pouvoir, dans une stratégie aussi d'avoir un retour sur investissement plus rapide, parce que c'est quand même des montants importants, réutiliser cette énergie verte, notamment pour produire ou pour le vendre, pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène vert. Donc je pense que de réfléchir aussi en écosystème, mais dans une logique beaucoup plus différente en termes de chaîne de valeur, en intégrant en fait des nouveaux acteurs, c'est aussi un élément clé dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et pour aller dans ce sens-là, moi j'avais un ordre de grandeur sur le changement d'échelle. Vous avez cité les panneaux photovoltaïques flottants. On vient de livrer en fait 12 hectares effectivement d'un champ solaire flottant à Pérols dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est quasiment 15 mégawatts crête en une seule fois. Donc c'est par la taille des projets qu'on va changer d'échelle. L'autre, c'est par de l'accélération. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a encore effectivement ce gap de technologie, etc., où il faut qu'on avance. Il y a plein de choses qui sont déjà à notre portée. Et c'est pas pour autant qu'on met tout en œuvre, en fait.
Et donc, un de nos rôles aussi, nous, c'est d'intégrer en fait les différentes composantes et de réfléchir en logique d'usage aussi. Donc, on va avoir une offre toute simple, on va dire, chez Vinci Énergie, qui est d'installer les panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments, d'avoir des batteries de seconde main qui vont permettre de stocker, et puis des bornes de recharge électriques qui vont permettre d'alimenter les véhicules d'une entreprise. Et ça, pour tous les bâtiments de bureaux, ça va fonctionner. Il n'y a rien de révolutionnaire dans l'approche. Par contre, effectivement, ce qui aujourd'hui ne va pas assez vite, c'est le fait de le déployer à grande échelle et se dire, il n'y a pas grand-chose qui technologiquement, sur un usage comme ça, nous empêche d'avancer, surtout quand on est avec une électricité renouvelable, abordable, etc. L'autre aspect que je voulais aborder, c'est sur allier les différents acteurs de la chaîne de valeur, et ça c'est ultra clé. Je vais vous prendre un exemple dans la rénovation des bâtiments. Donc on parle d'efficacité énergétique, il faut accélérer la rénovation, etc. Au rythme actuel où on rénove aujourd'hui en France, on va mettre 150 à 200 ans. Donc il va falloir qu'on change de méthode là. Il y a un truc, donc nous techniquement on peut faire le mieux qu'on peut, aller plus loin en efficacité, etc. N'empêche qu'on ne va pas assez vite. Et donc ça nous amène à raisonner aussi sur des innovations contractuelles, sur se dire finalement il faut réussir à aller plus vite en mettant les acteurs de la chaîne de valeur ensemble, et avoir un peu un principe aussi de j'apporte le financement, la conception, la construction et peut-être l'exploitation. C'est ce qu'on fait depuis longtemps sur les contrats de performance énergétique, sur de l'éclairage urbain par exemple. On a des contrats de maintenance sur plusieurs années qui nous permettent de nous financer, en fait, on va dire, sur les économies réalisées. Et finalement, sur la rénovation, c'est ce type de modèle qui va nous permettre d'accélérer aussi, parce que finalement, on partagera la même valeur commune autour d'un objectif commun. Merci. Du coup, vous mettez en effet l'accent sur l'innovation de modèles économiques aussi, en mettant autour de la table les différents acteurs des chaînes de la valeur. Dans un écosystème comme celui de l'Institut Smart Grid, comment est-ce qu'est travaillée cette question d'innovation par les modèles économiques ? Comment est-ce que ça se génère et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la valeur ajoutée soit partagée entre les différents acteurs ? Déjà, je pense que l'innovation est un des axes fondateurs de l'Institut Smart Grid. Pour résumer rapidement, l'Institut Smart Grid aujourd'hui fédère en fait l'ensemble des acteurs de la filière Smart, donc des réseaux intelligents, pas simplement électriques, de tout réseau, et travaillant sur 3 axes: la formation, l'innovation et le développement industriel, donc en France ou à l'international. Et sur ce sujet-là, des modèles émergents, en tout cas, comment on le travaille sur déjà, la première chose, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est la force du collectif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience des acteurs de cette filière, en tout cas, que les modèles qui sont devant nous et les défis qui sont devant nous, si on veut réussir, ce sera collectivement, ou de toute façon, chacun de nous, on va rater, quoi. Donc, et là, ça ne sera pas l'adage habituel où on dit la victoire a son père et la défaite est orpheline. Je pense que là, la défaite, elle sera collective, parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, c'est pour ça que sur ce sujet des modèles émergents, on a travaillé sur une logique d'open innovation. Et pour ceux qui travaillent sur ces sujets-là, vous connaissez cette méthode qui, en fait, est de définir les points de douleur. Et chacun en tout cas des acteurs, a commencé à travailler sur quels sont les points de douleur qu'ils ont sur un sujet particulier. Et quand on l'a mis en commun, en fait, on se retrouve à souffrir ensemble sur certains points. Et la souffrance collective, des fois, ça peut nous aider à dire comment on peut trouver une solution ensemble pour avancer. Et ça a été le cas, je pense, sur pas mal de sujets. Sur ces points de douleur. Et je vais donner quelques exemples. Il y a aujourd'hui un projet qu'on a mené et qui va continuer pendant 2 ans, là, qui est dans les modèles émergents, qui est lié aux communautés énergétiques locales. Ça, c'est dans la loi, ça a été des directives, etc. Donc, et on dit, mais nous tous, là, dans la filière, quand ça va émerger, ces modèles-là, comment ça va émerger, qu'est-ce qui va se passer, comment nous on permet aussi leur émergence et que ça puisse aussi réussir, parce que ça va émerger. Et il y avait un sujet qu'on a traité, c'est les zones d'activité économique. Il y a 16 000 zones d'activité économique en France, donc qui vont avoir une obligation
quelque part, d'avoir de la production verte, je dirais, sur l'ensemble de ces zones. C'est les zones où il y a Ikea, on peut dire des marques ici, oui. Donc il y a toutes ces zones-là. Et c'est de dire, quand elles vont se transformer, ça va impacter, en fait, aussi bien la partie qui s'occupe du photovoltaïque, voire même de l'éolien dans certaines zones, et les réseaux, et le smart grid. Comment on fait ça ? Et là, on a en fait travaillé ensemble pour répondre à une question qui est de dire, mais comment transformer en fait les zones d'activité économique en France, les 16 000, avoir une méthodologie, un modèle technique et économique pour les transformer en communauté énergétique locale. Si je veux faire court, comment on fait pour que ces zones d'activité produisent et au fond fassent de l'autoconsommation collective partagée pour la zone pavillonnaire qui peut être tout autour, voire au-delà, parce que maintenant on peut aller jusqu'à 20 km. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le sujet des raccordements des ENR. Je disais tout à l'heure, il faut faire plus 600%. C'est un vrai sujet, c'est un vrai défi de dire comment on fait pour aller très vite. Hein. Ça veut dire qu'il faut aller très vite en termes de timing. Il faut aussi que ça coûte le moins cher possible pour que ça soit viable. Donc il faut trouver des solutions. Il y avait le système qui existait et qui préexistait, il était dans un contexte tel qu'on le connaissait, il n'était pas dans un contexte de rupture. Aujourd'hui, il faut trouver ce modèle-là. Et c'est pour ça qu'on fait, j'entendais tout à l'heure la notion de démonstrateur, je dirais pour dire, on fait aujourd'hui des démonstrateurs pour faire de l'offre de raccordement intelligent, pour faire du réglage dynamique d'onduleurs à distance, etc. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions d'innovation collectivement, hein, pour que les modèles qui arrivent soient économiquement viables. Et ce qui est en fait en France aussi une vraie difficulté, c'est que souvent ça se développe et le modèle n'est pas viable. Donc, c'est ce que j'allais dire aussi, il faut surtout garder le cap. C'est-à-dire là, quand on a des enjeux aussi forts que les chiffres que vous mentionnez, ça veut dire qu'il y a des besoins d'infrastructures, on va les adapter, etc. Les infrastructures, c'est forcément quelque chose de temps long qui vont être là pour quelques décennies. Donc en fait, les choix qu'on doit prendre là doivent rester en fait pérennes. Donc on a besoin de ce cap commun en fait, parce qu'on est un peu incapable de le faire tout seul dans son coin, effectivement. Je reprends complètement la force du collectif là-dessus, dans une vision commune. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a ça, en fait, on est capable d'ajuster les modèles économiques aussi aux bons besoins. Et justement, pour ajuster cette vision commune, il y a des enjeux de massification et de financement. Comment est-ce que vous pouvez agir sur ces deux leviers, puisque une fois que les solutions ont été testées, tout l'intérêt d'un démonstrateur, c'est de connaître l'équation économique, ouvrir le marché, et vous, votre responsabilité, elle est justement d'accompagner ce mouvement. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre et comment est-ce que vous arrivez à embarquer tout l'écosystème que vous construisez autour de ces enjeux-là ? Il va y avoir plein de manières. Enfin, il y a de l'investissement direct, comme le fonds hydrogène que j'ai cité tout à l'heure, en fait, qui vont nous permettre d'avoir effectivement un certain nombre de projets et de les financer en direct. Je dirais qu'ensuite, dans les modèles où on va avoir, quelque part, c'est le modèle de la concession, hein, on va apporter du financement, on fait de la construction, et puis on a l'exploitation derrière qui nous permettent d'avoir cette vision de temps long, en fait, de pouvoir s'engager sur les 30-50 prochaines années, donc qu'on fait dans le domaine des transports, mais qu'on est vraiment en train d'appliquer dans le domaine de l'énergie aussi. Et dans la rénovation du bâtiment, c'est une réalité, en fait, alors qu'on le fasse seul ou en partenariat avec d'autres acteurs. Donc c'est ce type de levier qu'on va avoir. Après, je pense que dans la massification, ce qui est clé aussi, c'est de garder le cap sur l'impact, la notion de donc d'avoir des objectifs communs de réduction. Et quelque part, on a des vrais enjeux en fait de décarbonation. Les chiffres sont là, le GIEC le rappelle à chacun des rapports, etc. Et on les partage pas encore totalement en fait. C'est-à-dire qu'on est là plusieurs dans la salle, et je suppose que dans la salle, on est peut-être tous d'accord sur le fait d'aller vers ces chiffres-là. Mais on a besoin de ça aussi en fait, de ce cap pour réussir derrière à passer vraiment à l'échelle. Je pense que dans cette notion de financement et tout, il y a vraiment cette notion d'accélération où il y a plein de choses qui sont déjà entre nos mains, qui ne sont plus que de l'ordre, pas seulement de l'ordre technologique, mais de l'ordre aussi, pas seulement comportemental sur les aspects sobriété, mais comportemental sur le fait de travailler ensemble pour réellement passer en mouvement en fait. Oui, sur cette notion d'efficacité, justement, oui, je crois que François, tu voulais réagir. J'étais sur deux commentaires sur cette partie massification. Alors effectivement, qui dit massification dit souvent des investissements importants et donc un enjeu de ne pas trop se rater.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fondamental, c'est l'approche aussi d'éco-innovation. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser de plus en plus, c'est-à-dire que nous, dans des développements et dans les transferts industriels, c'est très très tôt dans les développements, avoir le sujet technico-économique en tête, avoir le sujet environnemental en tête, bilan carbone, etc., et puis avoir le sujet sociétal en tête. Parce qu'on voit que sur chaque sujet, nous, si on fait de la R&D entre guillemets hors sol et qu'en fait on a un truc qui est super, mais en fait qui n'est pas compétitif, machin, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on ait dans un objectif de décarbonation, donc il faut qu'on soit clair dès le départ sur le bilan carbone de ce qu'on va faire, sur ce que ça veut dire en termes de matériaux critiques. Et puis le dernier point, c'est la partie sociétale, parce qu'on voit que sur ces sujets de transition énergétique, qui dit transition dit changement, donc qui dit acceptation sociale, dit changement, dit il y a forcément un peu de frein. Voilà, et donc ça me paraît assez fondamental si on veut aller vers cette massification, de bien prendre ça en compte au départ. Et deuxième point ici qui me paraît important, c'est que souvent on parle des gigafactories. Il n'y a qu'à allumer la radio, un gigafactory de batterie, gigafactory d'électrolyseurs, gigafactory de photovoltaïque. Je pense que ce qui est important aussi, c'est une notion de filière. Parce que si on a une gigafactory, mais qu'en fait, on n'a que des équipementiers chinois, que les matériaux, ils arrivent de l'autre bout de la planète, et puis qu'en fait, voilà. Donc il faut vraiment penser filière, il faut penser souvent aussi territoire. Voilà. Et donc là, il y a vraiment tout ce maillage à regarder. Et puis, de ce point de vue-là, les pôles de compétitivité ont complètement aussi leur rôle à jouer là-dedans. Et voilà. Donc je pense qu'il faut aussi, et là on rejoint le côté du collectif, je pense qu'il faut aussi avoir cette notion de filière dans la massification et dans l'industrialisation, réindustrialisation. Je voulais ajouter effectivement 2 commentaires par rapport à ce que vous disiez. Je pense qu'il y a aussi des nouveaux modèles de collaboration. Je pense on est aujourd'hui dans cette logique de filière en fait avec des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble et maintenant qui se mettent ensemble parce qu'il faut aller vite dans l'innovation. Je pense qu'il y a des sujets aussi de coopétition. À titre d'exemple, nous on a en partenariat avec les gouvernements et un certain nombre d'entreprises pétrolières sur le projet Northern Light, qui a pour objectif en fait de décarboner, de faire de capture carbone, l'utilisation et du stockage en fait du carbone. Donc c'est aussi des nouveaux modèles où on va se retrouver en fait en coopétition avec un certain nombre d'acteurs dans le domaine pétrolier qui vont collaborer ensemble pour arriver à trouver la bonne solution et ça va permettre aussi de dérisquer les projets, parce que vous parliez des modèles financiers. On a aussi ce vrai sujet de trouver le bon modèle économique. Et ce qu'on voit quand même sur le marché, c'est qu'on est en plus aussi à passer sur des modèles qui étaient initialement de CAPEX à des modèles d'OPEX. J'ai en tête une filiale encore du groupe EDF qui s'appelle Perfesco, qui travaille justement sur la rénovation du bâtiment et qui propose en fait un modèle de sortir les actifs du bilan pour rentrer dans une logique en fait d'OPEX et qui va se rémunérer sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Donc je pense que dans ces innovations, on est sur des innovations en fait comme vous le disiez, de technologie, des innovations en termes de modèles économiques et financiers, des innovations en termes de collaboration. Et on a vraiment l'ensemble des acteurs de la chaîne, y compris nous, acteurs du numérique, où on est extrêmement actifs dans tous ces sujets, dans tous ces modèles de collaboration. Moi, j'ai envie, si vous me permettez, de prendre un exemple sur les prises de décision finalement internes ou des patrons, on va dire des dirigeants de grands groupes, sur comment s'y retrouver. Parce que finalement, un groupe comme nous, sur l'énergie, je vais vous donner quelques exemples. On a une plateforme d'innovation et de prospective qui va soutenir et financer des startups. Donc en fait, on a besoin de ce côté, ça foisonne d'idées, il faut regarder un petit peu partout, il faut faire du démonstrateur très opérationnel terrain, etc. Mais il y a un moment où le passage à l'échelle, le fait de dire j'y vais là, j'investis sur cette technologie-là, ce sujet-là, ce modèle-là économique, etc., il faut quand même qu'il se fasse avec des nouveaux indicateurs. Et nos dirigeants qui ont l'habitude de gérer les risques financiers, etc., sur l'environnement, ils sont quand même un petit peu perdus. Donc nous, par exemple, c'est qu'un exemple interne pour l'instant, mais on a développé une méthode d'analyse d'impact environnemental et économique, bien sûr, mais la partie économique, on savait déjà faire, mais qui est basée sur l'analyse du cycle de vie simplifié, qui dit il y a le carbone, il n'y a pas tout à fait que ça.
Et en fait, on l'a déjà appliqué sur 50 cas qui étaient simplement les finalistes d'un concours interne. On avait lancé un prix de l'environnement l'année dernière. On a dit les 50 finalistes, on les passe au crible de cette méthode-là. Mais pour chaque solution, qu'elle soit interne ou quelque chose qu'on va vendre aux clients en termes de projet, etc., on est capable de faire le bilan de l'impact environnemental. Et quelque part, les prises de décision du coup internes du groupe, on essaie de les lier à ça. C'est-à-dire de dire, vous savez combien vous allez investir, mais en fait derrière, ça fait combien en millions de tonnes de CO2 ? Ah ben, c'est que des kilos, finalement, c'est pas des millions de tonnes. Ça fait combien sur les kilos de déchets valorisés, etc. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il va falloir avancer. Et du coup, on va avoir besoin de data. Pour effectivement guider les prises de décision, qu'elles soient politiques, on va dire, publiques, des acteurs privés, etc., pour savoir raisonner avec ces nouveaux indicateurs que nous apporte l'environnement. Et encore, le social, bien sûr, il faut le rajouter aussi dans la balance. Oui, et justement, je me permets de répondre et de rebondir effectivement sur ce point-là. On travaille également avec tout un écosystème en fait, de start-up et d'experts sur ces sujets-là. On vient de lancer un incubateur avec Station F où on a déjà sélectionné une dizaine de start-up qui nous accompagnent justement sur ces sujets autour de l'efficacité énergétique, des nouveaux modèles énergétiques. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, dans tous les modèles justement de simulation auxquels on réfléchit et sur lesquels on travaille, avec la data et l'intelligence artificielle, on va intégrer ces modèles de simulation pour regarder quel est l'impact carbone des décisions qui vont être prises et comment arriver à décarboner. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, en fait, il y a un de nos partenaires qui est Cosmotech qui est présent sur le salon. Je vous invite à aller voir leur démonstration. Ils ont développé pour la ville de Saclay un module qui s'appelle Decarbonize City, où en fait ils ont, grâce à des jumeaux numériques, en fait, reconstitué la ville avec des modèles de simulation en what if, mais aussi des modèles de simulation sous contrainte, en disant si globalement je veux arriver à un objectif carbone de temps, quelles sont les sources d'énergie qui sont à disposition au niveau de la ville, au niveau d'un écoquartier, qu'il va falloir que j'optimise pour arriver à atteindre ces objectifs. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne pilote plus simplement au niveau de l'efficacité énergétique, mais on pilote également au niveau de l'efficacité carbone. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important qu'on va voir de plus en plus dans les modèles de décision. On a eu sur ce volet-là un nombre de start-up ou d'intrapreneurs, parce qu'on a le modèle aussi sur les côtés bilan carbone. En fait, je rajoute le calcul à la solution, assez impressionnant. Et du coup, là, je peux vous citer Noco, qui est en fait un simulateur carbone pour toutes les solutions. Alors, c'est dans le domaine du bâtiment, mais lié aux équipements énergétiques. Et l'idée, c'est vraiment très en amont, en fait, d'être capable de dire, je vais faire la conception, en fait, de mes équipements, etc., en rajoutant cette composante carbone. Et là-dessus, encore une fois, on a besoin d'énormément d'innovation sur comment j'exploite cette technologie et comment je vais me servir aussi d'un petit peu de prospective et d'intelligence artificielle pour aller faire des simulations, c'est-à-dire si je bouge telle et telle chose, quel poids, encore une fois, ça va faire sur mon bilan carbone. Et du coup, on peut parler aussi d'innovation d'usage. Vous avez beaucoup parlé d'innovation technologique, d'innovation économique. L'usage transparaît de partout, mais comment est-ce qu'on peut la faire ? On peut vraiment faire naître une innovation à partir d'un usage à proprement parler. Est-ce que c'est dans ces écosystèmes que vous animez les uns et les autres qu'on retrouve cette notion d'usage ? Est-ce qu'elle est au centre ? Comment est-ce qu'elle est intégrée dans vos logiques d'innovation ? Commençons par l'Institut SmartGrid qui a aussi quelques exemples qui partent des usages. Oui, je pense que sur cette notion d'usage et l'innovation, il y a aujourd'hui une conviction, en tout cas de la filière que nous animons, c'est qu'au fond, une superbe innovation sans usage, c'est une grosse hallucination. Donc, mais il faut déjà en être persuadé au départ, en fait. Sinon, des fois, on part dans une... Il y a plein d'idées. Je peux vous dire que quand vous avez une cinquantaine de partenaires qui rentrent dans une salle comme celle-là, à nous tous, là, on peut refaire le monde. Donc, après, il faut arriver, en fait, à canaliser tout ça, parce qu'il y a quand même des bonnes idées à l'intérieur, mais c'est déjà de se persuader que l'usage... c'est un objectif qu'il faudra atteindre. Il faut dire c'est pour quel usage je veux travailler, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que dans les logiques d'open innovation que je disais tout à l'heure, on est toujours
avec un jalon clé qui est de dire quel cas d'usage nous allons mettre dans les projets. Donc, et qu'on les définisse collectivement, et on dit, ben voilà, sur ces cas d'usage-là, on va le mettre le paquet ensemble, hein, mais on veut atteindre ça. C'est ça le cas d'usage. Il faut que ça serve, au fond, soit à un process, soit éventuellement même à un client final. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et ça, c'est en fait un mindset qu'il faut intégrer petit à petit quand on est en collectif. Je pense qu'individuellement, on est tous fichus pareil. On pense à l'usage. Je veux dire, quand il y a un truc, on le regarde et on dit c'est nul ton truc. Donc ça sert à rien. Tout seul, on le pense comme ça. Donc on se dit, mais quand on commence à réfléchir en collectif, naturellement, on essaye de collaborer. Donc chacun sort ses trucs. Donc ça devient plus un brainstorming que de l'innovation, cherchant à aller vers de l'usage. Donc c'est là vraiment l'expérience nous a, en tout cas nous, démontré ça. Et maintenant, les acteurs, petit à petit, ils se sont mis dans un... C'est pas un moule, hein, c'est juste une forme de mindset pour travailler ensemble. Et ça fonctionne très très bien. Et donc, dans un organisme de recherche, comment est-ce qu'on traite cette question de l'usage ? Alors, juste peut-être un exemple qui pourrait illustrer ce cas-là. Nous, on a un sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'hybridation des systèmes, et notamment, on travaille sur des hybridations entre batterie et hydrogène. Voilà, avec par exemple une motorisation avec à la fois une batterie et puis une pile à combustible avec son réservoir. Et on voit qu'il y a tout un sujet de modélisation et de dimensionnement. Tout à l'heure, on parlait de jumeaux numériques. Et par exemple, on a travaillé sur quels sont les usages qu'il y a derrière. Et donc, on prend par exemple pour un bus, on modélise c'est quoi les besoins, c'est quoi l'usage bus. C'est voilà, je démarre à telle fréquence, j'ai une accélération, après je m'arrête. C'est différent pour des taxis, c'est différent pour des bateaux. Et donc, avec des modèles, avec de la simulation, avec du jumeau numérique, on arrive, en se basant sur on récupère des scénarios d'usage, et du coup, on arrive à trouver un dimensionnement idéal et optimisé sur, ma batterie, elle doit être de telle taille, mon réservoir hydrogène, il doit être de telle taille, la puissance de ma pile à combustible, elle doit être de telle taille, et donc, du coup, on est plus empirique, on part de l'usage, et du coup on a un dimensionnement optimum. Et ça marche pour des systèmes, ça marche pour des réseaux, ça marche pour... Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on a vraiment un couplage entre de la caractérisation très pointue qui nous permet d'affiner nos modèles, du jumeau numérique, des bonnes d'entrée pour bien caractériser l'usage, et du coup on en sort quelque chose d'optimisé et qui sert. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, comme on exploite des autoroutes, des aéroports, etc., l'usager, pour le coup, est au centre des réflexions qu'on va avoir. Et finalement, ça nous pousse à nous poser un certain nombre de questions sur le parcours des usagers. Donc, si je pense à la décarbonation, l'électrification de flotte de véhicules, etc., en termes de changement, il faut que ce soit possible pour un usager sur les autoroutes de prendre un véhicule électrique. Donc ça va nous pousser à réfléchir à plein de choses, des solutions technologiques. On a une route à induction, par exemple, suivie avec 2 démonstrateurs en Suède et en Allemagne, pour se dire finalement la recharge de la batterie, c'est pas forcément sur une borne, il y a peut-être d'autres choses qu'on va faire. Mais en fait, c'est le principe des courbes de changement. C'est-à-dire qu'on peut imposer par la réglementation des choses qui sont obligatoires ou interdites, on peut avoir des systèmes d'incitation, de bonus-banus. Mais quand on est un opérateur d'infrastructure, on se dit d'abord il faut que l'infrastructure existe, donc que ce soit possible. Ensuite, il faut le rendre facile. Donc là, le fait de pouvoir se recharger facilement sur une autoroute, etc., pour que ça devienne la normale. Et c'est bien ça ce qu'on vise, en fait. C'est le changement d'usage, c'est ça, c'est que les comportements deviennent finalement normaux. Et c'est là qu'on a tous les énormes changements à venir quand on parle d'usage en matière d'énergie. Donc je trouve que la réflexion par l'usage, la fonction finale, qu'est-ce qu'on veut en faire, elle est clé. Et c'est pour ça que de toute façon, il faut rallier consommation production et consommation. Et puis, peut-être un autre niveau et un exemple, je vais repartir dans le domaine du bâtiment, mais on fait des smart buildings, donc on fait des smart green buildings. Et en fait, on a un exemple. J'ai 2 entités du groupe, Vinci Énergie et Vinci Construction, qui sont dans des bâtiments faits par une municipalité, qui sont constitués à l'identique. Et chacun occupe une aile différente. Il y en a un qui a un bâtiment classique avec de la clim, et l'autre qui a dit moi je vais équiper mon bâtiment avec nos nouvelles innovations. Donc je fais du smart green building.
Il y a toute une base de logiciels qui fera plaisir à notre panéliste là-bas. Mais du coup, pour réellement piloter les usages au plus proche en fait, de ce qu'on va faire. Donc, c'est des bâtiments de bureaux, donc on a des salles de réunion, on va jouer sur l'éclairage, etc. Ce bâtiment n'est pas équipé de clim. On fait 30% de réduction, enfin, d'économie d'énergie par rapport à celui d'à côté. Donc c'est deux entités, mais simplement ça a été travaillé pour correspondre réellement à l'usage en fait qui est fait de chaque pièce des bureaux. Et avec des côtés un petit peu sympas, parce qu'il y a le make it normal que je vous disais tout à l'heure, où il faut aussi que ce soit un peu sympa pour les usagers. Donc quelque part, tout est travaillé avec une appli. On va pouvoir réserver sa place de parking, sa salle de conférence, etc. Et puis il y a de la petite émulation avec des challenges qui ont été organisés entre collaborateurs, entre équipes, etc. Pouvoir comparer les différents ailes du bâtiment et que chacun soit le plus sobre possible. Mais 30% de différence alors que je ne travaille pas sur le bâti, c'est quand même conséquent en fait. C'est ça qui est entre nos mains en fait. Donc on a des pépites là. Oui. Ouais, je pense qu'effectivement en termes d'usage, depuis 2 jours là on entend parler de toutes ces nouvelles énergies et comment il va falloir qu'on puisse les intégrer de la même manière dans un écosystème. Je pense que notre responsabilité, elle est, comme vous le disiez, en fait, elle est même d'inventer des usages qui n'existent pas, en tout cas de régler des problèmes qu'on n'a pas encore. Vous parliez de comment je vais recharger ma batterie. Peut-être qu'effectivement, on ne va pas recharger de batterie. Un exemple, par exemple, en Inde, vous savez, les tuk-tuk, on accompagne une entreprise en Inde qui fait du swap de batterie. Parce qu'un tuk-tuk, il ne peut pas attendre, en fait, de se recharger à une borne. Et donc, on a développé tout un système pareil de données d'intelligence artificielle pour savoir à quel moment on va retrouver des batteries qui seront disponibles, sur lesquelles ils vont pouvoir simplement faire un swap de batterie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ces modèles-là, où il va falloir qu'on puisse modéliser, simuler, anticiper des usages en se disant, en fait, je vais arriver sur des hubs, donc ce sera peut-être plus des stations essence, ce sera peut-être des hubs d'énergie où je vais avoir du biogaz, de l'hydrogène, de l'électricité, des batteries, et où il va falloir ensuite qu'on puisse donner de la visibilité à l'usager final pour qu'il sache sur ce hub d'énergie quelle sera l'énergie qui sera disponible, qui sera la moins carbonée, qui sera la moins chère. Et donc ça va être aussi tous ces modèles de simulation qu'il va falloir qu'on mette en place grâce aux solutions de machine learning et d'intelligence artificielle. Et puis il y a vraiment un sujet de... On sait qu'il y a des tendances lourdes. Par exemple, tout à l'heure on parlait d'électrification. Voilà, on sait que d'ici, dans les années qui viennent, il y aura une électrification très 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 forte des véhicules. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors on parle par exemple on parlait tout à l'heure de services réseau. Voilà, on imagine que vu la quantité de voitures qui électriques, le véhicule to grid, voilà, comment est-ce que toutes les batteries de ces véhicules peuvent être utilisées comme service réseau ? C'est un sujet. C'est quoi le modèle ? Comment ça fonctionne avec le réseau ? Comment le réseau pilote ça pour qu'elle soit rechargée au bon moment de manière optimisée ? Comment est-ce que ce service ne soit pas fait de manière complètement désordonnée ? Quelle est la valeur derrière tout ça ? Ça, c'est un bon exemple d'usage et de nouveaux usages qui sont créés. On parlait tout à l'heure de battery swapping. C'est un sujet. Par exemple, on travaille beaucoup sur les nouvelles technologies de batterie. Voilà, il y a une tendance lourde en disant voilà, tout le monde veut une voiture avec une batterie qui fasse 600, 700, 800 km. Bon, est-ce qu'il faut travailler uniquement sur la batterie et mettre beaucoup de matériaux, travailler uniquement sur la technologie batterie, ou alors est-ce qu'en fait, de manière assez simple, on peut prendre des batteries qui ont moins d'autonomie et mettre en place du battery swapping. Voilà, en Chine, le battery swapping, il est utilisé de manière extrêmement efficace et ça marche. Par contre, pour que ça marche, il faut des stations où le swap de batterie, il dure 2 minutes et que la station, elle coûte moins de 20 000 euros, quoi. Donc, en fait, il y a plein de choses qui sont, et c'est ça où, en tout cas, en tant que chercheur, c'est assez passionnant, c'est que, en fait, c'est pas écrit tout ça. C'est pas écrit. Et on peut jouer sur les briques, on peut jouer sur les usages, on peut jouer sur l'infrastructure, on peut jouer sur le réseau. Et c'est un joli terrain de jeu. Voilà.
Justement, revenons un peu sur les réseaux, parce qu'on a cité le multi-énergie, on a cité le lien entre la production et la consommation. On voit bien que la place des réseaux est clé dans cette affaire. Du côté de l'Institut Smart Grid, justement, quelle place vous laissez à l'innovation dans la gestion des réseaux, dans ce pilotage fin qui doit être fait, quel que soit le réseau, quelle que soit l'énergie, quel que soit l'instant. Comment on fait pour résoudre cette équation-là ? On commence d'abord par être très optimiste, donc ça c'est très important. Donc quand on voit le défi, en fait, soit on dit techniquement, aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, quand on parlait de véhicules électriques, je pense que dans la salle, on était beaucoup à sourire, je veux dire, en disant bon, c'est sympathique, mais on verra bien. Il y en a peu qui avaient cette prospective de dire, et ce que j'entendais là en disant, mais maintenant, il faut qu'on réfléchisse à faire du V2X, en disant, en fait, il va y avoir des millions de voitures électriques qui vont de toute façon être sur le parc français dans les années à venir. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que pour information, le démonstrateur national pour l'électrification à grande échelle des véhicules électriques, il se trouve ici à Lyon. On teste en fait le smart charging, le V2X et tout ce qui touche aussi à l'électrification du transport public, donc qui est aussi un énorme défi. Donc et je pense que pour les réseaux, ce qu'il faut retenir, c'est déjà, sans faire de l'histoire, hein, mais c'est de comprendre que les réseaux, hein, mais c'était valable dans le monde entier, mais particulièrement en France, ont été construits pour aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'on avait des sites de production, c'est le point A, et il a fallu les électrons les amener jusqu'à un point B qui est votre habitation. Donc on a fait comme ça une colonne vertébrale, on a électrifié la France partout, dans les campagnes. C'est un des pays les mieux électrifiés du monde. Hein. On peut aussi faire un peu cocorico de temps à autre. Donc de ce côté-là, c'est une véritable réussite. Je veux dire, et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que sur cette colonne vertébrale, eh bien, il va se plugger déjà les ENR, donc il y a 99% des ENR qui sont sur ce réseau, hein, qui vont se plugger, que ce soit des éoliennes. Après, on a rajouté le PV, la biomasse. Quand on parle de H2, c'est la même chose. Hein, le H2, tout ce qui est ENR, ils font une prise électrique au bout, hein, il y a quelque part. Hein. Donc, et c'est plugué sur le réseau. Tout ça, ils se sont tous mis entre le point A et le point B. Ça c'est venu miter en fait le réseau comme ça. Et en fait, le défi aujourd'hui, c'est quoi? C'est en termes d'innovation, c'est que sur cette colonne vertébrale, ce que nous sommes en train de faire, c'est de rajouter une moelle épinière. C'est le seul moyen qu'on va avoir pour faire en sorte que ce qu'on a construit dans pratiquement les 100 ans qui viennent de passer, hein, puisse se transformer pour réussir la transition écologique et énergétique. Sans ça, il n'y aura pas de transition écologique et énergétique en France. Plus de NR, ça veut dire plus de réseaux. Donc, soit on dit c'est plus de réseaux et on va mettre des milliards et des milliards, on va mettre 200 milliards pour y arriver. Hein. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit en situation d'être dans le quoi qu'il en coûte sur le réseau, en tout cas. Donc, et là, cette moelle épinière qu'on est en train de mettre dessus, c'est quoi en fait? C'est les services numériques. C'est ça qu'on appelle le smart grid. Les réseaux intelligents, au fond, c'est pas de dire le réseau il devient intelligent parce qu'il était bête avant. Hein, il était le smart grid, comme en anglais, ça veut dire en fait intelligent, mais surtout ingénieux. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Et quand on plaque cette moelle épinière, on est en situation aujourd'hui en fait de relever ce défi, parce que quand on regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce sujet-là, on a développé des services systèmes qui n'existaient pas du tout avant. Hein. Il y a un premier exemple, hein, que ce soit en électro ou en gaz d'ailleurs, tout ce qui touche au smart metering, enfin en tout cas ce qu'on appelle les compteurs communicants ou intelligents. C'est colossal le bond technologique qu'on a fait. Avant, de chez vous, il n'y avait aucune intelligence, ou très peu, sur les compteurs en tout cas. Aujourd'hui, on se retrouve avec 35 millions d'IoT sur le réseau. C'est ça la réalité. Et ce qui est important, c'est d'avoir réfléchi à quel type de service on peut mettre en œuvre avec ça.
d'abord bien sûr des services systèmes, mais aussi des services clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pouvoir en fait dépanner chez vous avant que vous en rendiez compte, ça c'est un vrai service. Ça c'est du smart grid. Et c'est ça qui est en train de se développer de manière très forte. Et pour les opérateurs de réseau, derrière en termes de services système, là on a un pilotage en tout cas, et on a indiqué les pilotages off-demand à mail local, qui était impossible avant, donc qui va être possible aujourd'hui. Et à quoi ça sert en fait? C'est quand vous allez mettre du PV sur le toit de votre maison, hein, votre voisin il regarde et il dit ouais il est bien, il est super, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Par contre, quand il se lève le matin, si votre voisin, sa cafetière ne marche plus, il devient fou. Donc l'enjeu des smart grids, c'est celui-là. C'est de dire, de toute façon, pour intégrer les ENR, les nouveaux services, dans un système existant et à un coût et un délai qui soit acceptable par l'ensemble des acteurs, hein, y compris bien sûr le citoyen que nous sommes tous, eh ben, l'enjeu aujourd'hui pour les réseaux, c'est bien celui-là, c'est de transformer ce réseau et d'en faire des smart grids. Pendant des années, on en a fait un peu comme on entendait réseau intelligent, c'est un peu la mode, quoi. On dit c'est une mode, c'est en cours et tout ça. Donc pour ceux qui travaillent dedans, et c'était déjà pas une mode hier, mais ce sont des réalités aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est en service système, vous imaginez pas aujourd'hui les bons technologiques qui a été mis en place grâce au numérique. Je veux dire, et le numérique a beaucoup évolué là-dessus aussi. Donc, notamment aussi les jeux numériques. Hein. Je veux dire, je vais faire un peu de pub parce que juste après, il y a la conférence que j'anime sur les jeux numériques. Vous êtes les bienvenus. Donc, oui. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Alors, merci pour la pub, c'était pas prévu. Mais sur la data, je pense qu'effectivement le point est là, c'est la mise à disposition de la data. J'entendais un de vos collègues d'Enedis discuter qui disait en fait maintenant on gère plus un réseau, en fait on gère des datas. Et la data, c'est ce qui a vraiment révolutionné le grid. Parce que ça va permettre effectivement de développer des nouveaux services que vous disiez, hein, ne serait-ce que d'anticiper, mais c'est aussi l'accélération, on en discutait, d'échange de blocs d'énergie. Ça veut dire que moi, producteur d'énergie, je fais une surproduction d'énergie, je suis en capacité d'aller proposer ce surplus d'énergie à d'autres qui en ont besoin. Donc on parlait tout à l'heure du point social, ça devient en fait un vrai sujet social, donc environnemental, mais aussi social. Et tous ces sujets de data, c'est comment on va mettre à disposition en fait ces data pour que l'ensemble des acteurs de la chaîne puissent les utiliser pour proposer en fait des nouveaux services. Et il y a des initiatives, notamment d'open data. Donc Enedis a été le premier à proposer en fait ces open data, et de mettre à disposition des collectivités ces données pour les usagers, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la chaîne pour pouvoir proposer en fait des nouveaux services. Et donc derrière ce qui se joue de cette transition écologique et de ces nouveaux grids ou de ces nouveaux réseaux, c'est aussi tous les nouveaux services et tous les sujets autour de la data qu'on va pouvoir exploiter avec des possibilités infinies. Qui dit aussi beaucoup de data, dit un sujet de sécurité, notamment de cybersécurité. Donc ça aussi, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il faut... on parle des IoT, on parle de beaucoup de data, donc il y a un sujet de cybersécurité à bien prendre en compte. Et je me permets de faire un peu de teasing pour un de mes petits camarades, Bruno Charac, qui va parler de cybersécurité dans une des autres conférences. Je pense que ça fait partie aussi des choses qu'il faut... Mais c'est ça qui est hyper intéressant sur ce sujet des réseaux, c'est qu'il y a tout en fait. Il y a des briques technologiques, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a du numérique, il y a beaucoup d'humain, du sociétal, parce que derrière toutes ces... Voilà, on parle l'énergie, en plus il y a tout un sujet qu'on voit en ce moment avec de souveraineté nationale. Il y a qui dit données dit aussi données personnelles, comment ça se gère, comment ça se... Donc ça accumule beaucoup
beaucoup de sujets qui sont voilà, où il y a du changement et qu'il faut gérer. Je pense que il y a dans tout ce que tu viens d'indiquer, il y a un sujet qui est très important, parce qu'on a tendance à se dire c'est de la technique. C'est beaucoup de techniques, beaucoup de scientifiques, donc il y a plein de monde avec une grosse tête et tout maigre qui bosse dessus. Mais en fait, il y a un vrai sujet, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire, tiens, on développe tout ça avec plein de choses, de la techno, des services systèmes, des trucs extraordinaires. Et si derrière, il n'y a pas l'acceptabilité, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'usage. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous, quand on l'utilise, ça soit hyper simple. Maintenant, personne ne veut un truc compliqué. Déjà, un truc à 2 équations, c'est compliqué. Donc, non, il faut que ça soit vraiment comme on utilise un téléphone. Technique, on a compris tout de suite. On n'a même pas besoin il faut pas un truc pour apprendre un mode d'emploi, tout ça. Donc, c'est très compliqué, je veux dire, sur des sujets techniques, de les rendre vraiment faciles à accepter de tous. Et c'est vrai que c'est merci pour la pub sur le fait qu'on était les premiers à avoir fait de l'open data. Donc, mais un point supplémentaire quand même aussi sur les smart grids, parce que ça a été annoncé il y a juste quelques mois là. C'est vrai aussi que la France, et donc aussi Enedis, a été sacrée à Singapour, donc dans le classement de Singapour, la France a été classée donc champion du monde des smart grids. Donc c'est le pays champion du monde des smart grids il y a eu 90 pays qui ont été regardés, passés à la loupe, et c'est la France qui arrive en premier avec tout ce qu'on a mis en œuvre sur ce sujet-là maintenant depuis quelques années. Donc comme je le signale juste parce que c'est vrai que dans les classements aujourd'hui, notamment asiatiques, on dit tout le temps qu'on n'est pas bon et que ça va pas, que ça baisse, etc. Donc en tout cas sur ce sujet-là, on est premier. Donc ça vaut la peine de signaler. Ces lueurs d'espoir là qui arrivent. Je trouve que quand le GIEC vient de nous dire c'est now or never, maintenant ou jamais, faut agir. Là, ce qu'on vient de voir, c'est quand même qu'on est prêt d'un peu partout. Donc, on est déjà en train de faire bouger les lignes. Oui. Bon, il y a une dimension dont on n'a pas beaucoup parlé de ces réseaux. Dans la liste qu'a commencé à faire François, c'était leur ancrage territorial. Et justement, ces notions de proximité qui est clé aussi, tant pour l'acceptabilité. Comment est-ce que vous les voyez et comment est-ce que cette notion d'ancrage s'associe aussi avec la proximité des acteurs? Je sais que vous avez quelques petits sujets. En fait, je pense que c'est un peu ce qu'on disait aussi, c'est de rapprocher, mais dans la notion d'usage, on est là-dessus, la consommation, de la production, etc. Et donc, il nous faut des réseaux, bien sûr, parce qu'il y a de l'intermittence et avec cette moyenne pilière, on va réussir à le faire. Mais après, nous, on foisonne d'idées, on va dire, et d'actions et de projets qui sont sur le fait de se dire, du coup, je reprends l'exemple de tout à l'heure de Power Road, c'est une route au départ, donc on fait de la route, okay, mais de se dire, la route, elle chauffe. Donc à un moment donné, j'ai de l'énergie. Qu'est-ce que je peux en faire ? Et donc là, on raisonne et on change d'usage à se dire, en fait, je vais récupérer cette chaleur, je vais la stocker en géothermie et je vais la re-rendre à un réseau. Alors je chauffe un bâtiment à côté du parking, etc. Et ça, c'est l'exemple de, voilà, j'ai des sources de production, j'ai des sources de consommation et pour le coup, c'est déjà à disposition. Quand on est sur des enjeux d'infrastructure un tout petit peu plus lointaines en termes de technologie, je vais revenir sur l'hydrogène, c'est aussi dans le fait de se dire à un moment donné on doit être un vecteur et l'infrastructure ne doit pas attendre que ça arrive, que les technologies soient prêtes, mais être capable déjà de distribuer, d'utiliser. Donc on a fait un chantier 100% hydrogène, elle n'était pas complètement verte partout parce qu'on ne l'a pas trouvée, mais en tout cas on dit ok, il y a un moment donné on y va. Donc cette notion de oui, c'est à une échelle assez locale finalement que ça se met en œuvre. C'est sur le terrain, c'est comme ça qu'on fait, et c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce terme de démonstrateur qu'on a tout à l'heure, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Moi, ça fait 3 ans que j'observe, ça fait 3 ans que je suis chez Vinci, tout un tas de choses où on passe à l'action, et où effectivement, par contre, dans le changement d'échelle, il y a un moment donné où on a besoin d'être sûr que c'est le bon cap, et ce sûr qu'on est le bon cap, on ne peut pas le faire tout seul. Donc c'est là que la force du collectif, elle est là. On a besoin d'aligner les planètes un tout petit peu quand il y a besoin d'investissements un peu plus majeurs, etc. Et de se dire, là, ok, on est tous d'accord, cette direction-là, on y va. Par contre, il n'y en a pas qu'une. C'est une somme de solutions, effectivement, qu'on est en train de prendre. Cette notion de convergence des intérêts, je trouve qu'elle est... On va prendre l'exemple de la JV qu'on a créée ensemble. C'est une technologie qu'on a développée, nous, CEVA, depuis plus de 10 ans. Et à un moment, nous, on a besoin
c'est une technologie d'électrolyse haute température qui permet de fabriquer de l'hydrogène à partir d'eau. En l'occurrence, on utilise les hautes températures, on utilise de la vapeur d'eau, donc moins d'énergie pour casser la molécule d'eau, fabriquer de l'hydrogène, donc un rendement meilleur que d'autres technologies. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on est allé chercher un certain nombre d'industriels pour partager l'enjeu, pour échanger un certain nombre de choses. Voilà, on a trouvé Vinci, Vicat, Schlumberger. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils font ça en fait. Ils font pas ça par hasard. Voilà, Non, je confirme. Vinci, tu l'as déjà expliqué, mais je te laisserai poursuivre. Mais par exemple, on voit un Schlumberger qui vient du pétrole et qui se dit moi, il faut que je décarbone, et qui fait Schlumberger New Energies, donc ça s'intègre dans sa roadmap. On voit un Vicat, cimenterie, on revient sur les démonstrateurs, ils ont des sites de cimenterie qui émettent beaucoup de carbone. Pour eux, c'est une façon de les décarboner. Voilà, et en fait, on voit qu'il y a une convergence des stratégies et chacun a ses briques à décarboner, a des enjeux personnels, des enjeux locaux, régionaux. Et on voit que, et on revient aussi sur la notion de collectif dont on parlait tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on arrive quand même à des jolies histoires, quoi. Très bien, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. J'ai vu des mains se lever. Donc je vous laisse peut-être pendant que vous réfléchissez à la formulation de vos questions. Voilà, je donnerai la parole au fond. Je sais que tu avais levé les mains. Et je vais apporter le micro pendant que vous répondez. Ça marche. Non, mais juste pour revenir, parce que tu m'as permis de le faire, sur les raisons pourquoi l'hydrogène dans un groupe comme le nôtre. Et en fait, quelque part, il y a 3 raisons. C'est comme Vicat, on a au moins une usine de chaux. Donc, à un moment donné, on a de la chaleur. On décarbone, ou plutôt on émet du CO2 directement par cette usine. Donc, il fallait faire quelque chose. 2, on a quand même on travaille en fait dans le secteur oil and gas en étant installateur d'équipements, etc., etc. Et on se dit, en fait, on a des compétences. Ces compétences-là, on peut continuer bien sûr dans le oil and gas, mais surtout, on peut les mettre au profit d'autres conversions énergétiques, etc. Donc là, sur le fait d'être installateur d'hydrolyseurs, etc., oui, c'est intéressant. Et puis, le 3e, c'est l'usage. On a des infrastructures de transport. Il va bien falloir passer à d'autres formes d'énergie. L'électrification, elle ne va pas résoudre le problème des avions et du fret. Donc, par conséquent, on est obligé d'aller regarder différentes autres vecteurs d'énergie. Et donc, l'hydrogène, effectivement, nous intéresse à gros titres là-dessus, on va dire. Merci. Comme annoncé au début, on se réserve un petit peu de temps sur les questions-réponses. Et puis, si jamais, pour les questions dans la salle, et après, on fera un dernier tour de table. Oui, bonjour, Bruno Georges, directeur de l'innovation du groupe OTIS. Merci de votre éclectique présentation et intervention. Depuis le début, on a entendu plein de fois le mot innovation et de nombreuses fois aussi le mot optimisation. Et quand on optimise, si on fait 20%, on est très bon parce que ça fait depuis le début de l'ère industrielle qu'on optimise. Si on fait 30%, on est incroyable. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que je n'ai pas entendu une seule fois, ou alors j'ai loupé, le mot rupture, puisque ce n'est pas 20 ou 30% qu'on doit faire, c'est plutôt 300 ou 400%. Et donc, qu'est-ce que c'est votre position par rapport à la rupture? Donc, faire autrement. Alors je pense que, en tout cas moi je l'ai abordé sur un point, j'ai dit que de toute façon on n'y arriverait pas si on faisait business as usual. C'est une manière de dire que de toute façon il faut être dans une logique de rupture. Et sur ce qui est des réseaux, je vais donner un exemple pour montrer cette rupture. Je parlais tout à l'heure des raccordements. Les raccordements, on en fait plus d'1 million par an. Et quand on dit je disais tout à l'heure les objectifs qu'il y a, donc des plus 600% ici en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'il y a dans la PPE au niveau national, c'est colossal. Et là, par exemple, la décision qu'on a prise, c'était de dire, nous, dans les 2 ans, on va diviser par 2 le délai de raccordement. Parce qu'on s'est rendu compte que si, justement, on était dans le logique d'optimisation classique que vous indiquiez, on bouge le process, on essaye un peu de l'améliorer, on gagne 10, 15, 20. Celui qui est super génial, il fait 30, je ne le connais pas trop, mais ça doit arriver dans certaines industries. Mais il est impossible justement d'arriver à l'objectif voulu qui est une vraie rupture. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'entreprise, c'est un objectif d'entreprise, on dit dans les 2 ans, on va faire diviser par 2.
Et aujourd'hui, on est sur le trend. On y arrive. Pourquoi ? C'est pas parce qu'avant, on faisait n'importe quoi. C'est simplement parce que la logique de rupture de tout le process, on dit, et on a réfléchi aussi avec tous les autres, tous les acteurs qui jouent avec nous pour réussir ce process-là, et on a dit sur chaque brique, comment on fait pour paralléliser des choses, pour faciliter des choses, pour changer la réglementation sur certains points. Donc, pour aller très très vite. Donc oui, cette logique de rupture, en tout cas, voilà, je donne un exemple, moi en tout cas, dans notre domaine, c'est quelque chose c'est pas juste un vœu pieux, on le met en œuvre parce que c'est ce qui permettra de réussir. Sur le faire... Peut-être juste oui, sur ce point-là, bien évidemment je pense qu'il faut les deux dimensions. On est mécaniquement, il y a un sujet forcément en incrémental. Après, je dirais que sur la rupture, il y a deux choses. Il y a soit de la rupture sur des briques technologiques. Par exemple, on travaille sur des briques sur de la photoélectrolyse, où on a intégré la capture de du photon, et derrière, on sort directement en hydrogène sans avoir... Voilà. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille, et si ça sort, on aura des ruptures très très fortes. Et après, je pense qu'il y a aussi des sujets qui paraissent pas, mais comme ça, mais qui sont sur les aspects système. Là, quand on cumule les choses, par exemple, quand on fait photovoltaïque plus stockage, plus électronique de puissance, voilà, où chaque fois on cumule des briques extrêmement innovantes, et puis où en fait les 20% ils s'additionnent et ils se multiplient. Même chose quand on fait côté CEA, on a nos équipes qui travaillent sur les small modular reactors sur côté nucléaire, mais on travaille sur les nucléaires plus hydrogène. Voilà, donc on a pas mal de choses comme ça où en fait en mettant où je parlais tout à l'heure, je parlais des couplages batterie plus hydrogène, et puis la technologie électrolyse haute température dont on parlait tout à l'heure, elle est d'autant plus performante qu'elle est à haute température, donc on parlait d'efficacité énergétique. On a tout un travail sur la récupération de la chaleur fatale, et comment en récupérant de la chaleur fatale, c'est cette dizaine de pourcents de différentiel, en fait elle est beaucoup plus importante parce que en plus on le cumule avec d'autres choses. Donc en fait je pense qu'il y a de l'innovation, rupture sur des briques, et puis après il y a ces notions de système qui vont jusqu'au système réseau, où en fait quand on regarde, en fait c'est des choses des fois un peu plus incrémentales, mais quand elles sont cumulées entre elles, on arrive à des choses qui sont extrêmement disruptives en fait. Et le numérique peut-il aider justement sur ce faire autrement ? Je pense que pour accélérer et pour rentrer dans cette approche de rupture, les solutions numériques sont à la base. Je reprendrai votre exemple. Je pense que c'est vraiment la moelle épinière sur le squelette. Aujourd'hui, quand on voit toutes les solutions numériques qui sont mises en place, on a parlé de jumeaux numériques, on a parlé d'IoT, de data, d'intelligence artificielle, de cloud, de machine learning. C'est ça qui va permettre d'accélérer et d'arriver à ces points de rupture, parce qu'on va être en capacité de simuler, d'anticiper et de modéliser des scénarios de rupture qu'on n'a même pas encore imaginés. Merci. Bonjour, je m'appelle Amadram Dani, je travaille dans l'innovation technologique à impact. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi j'avais une question qui est un peu une continuité de la question précédente, mais sur le volet du financement ou de l'investissement, on parle un peu, il faut que ça soit rentable. On sait que si on veut faire des choses à l'échelle, il faut qu'à un moment donné, ces plans d'investissement soient sécurisés avec une vision à 20 ans, 30 ans. Et si on est dans une logique un peu de prix du marché fluctuant au jour le jour, un jour on a la guerre, un jour on n'a pas la guerre, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, est-ce que vous sentez, ou vous avez un feedback sur ces éléments-là qui sont qu'effectivement, passer peut-être dans une logique un peu d'économie planifiée et de pouvoir avoir de la visibilité pour pouvoir faire des choses à l'échelle et pas juste explorer et attendre qu'à un moment donné, les modèles économiques soient adaptés pour déployer telle ou telle technologie. Merci. Je peux commencer à répondre parce que la question a été posée il y a 2 jours à notre assemblée générale, et notre PDG Xavier Villard a répondu en paraphrasant un homme politique bien connu, sur l'environnement c'est un peu le quoi qu'il en coûte chez nous. Et en fait, parce qu'on a fait la démonstration, heureusement on a des concessions. Donc en fait on peut se projeter sur des modèles économiques qui sont à plusieurs décennies. Donc effectivement on a l'habitude, ça fait partie de nos modèles. On a du court terme bien sûr, parce qu'un chantier de construction bâtimentaire ou d'intervention sur une
climatisation, etc., c'est du très court terme. Mais en fait, on a la capacité de se projeter sur 30 ans, 40 ans, 50, voire plus. Et en fait, à cette échelle-là, il n'y a pas de question, en fait. C'est-à-dire les investissements, ils seront rentabilisés. Après, ce n'est pas facile à mettre en mouvement parce qu'effectivement, donc ça veut dire que forcément, au-delà de l'innovation technologique, on est obligé, nous, de se poser les questions de l'innovation contractuelle, partenariale, etc., pour réussir à adresser cette valeur complète. Mais ça veut dire surtout que ça va remettre en cause, en fait, la manière dont aujourd'hui on mesure la croissance. Enfin, la croissance et la rentabilité économique. On parle bien d'autres valeurs, on parle de valeurs environnementales, sociétales, etc. Et qu'on les transforme en euros ou pas, en internalisant les externalités. Enfin, je ne sais pas encore quel est complètement le modèle, mais c'est bien ça qu'on est en train de commencer à toucher du doigt, en fait. Et du coup, après, pour le rationaliser dans une entreprise, pour prendre des décisions, on passe par des scénarios, on se projette loin, on évalue les risques, on évalue les opportunités, etc. Et pour être capable de prendre les décisions et d'aller... Et ce qui me paraît aussi important, c'est de ne pas raisonner avec... Enfin, on est sur des sujets où on est quand même sur des... On parlait de disruption tout à l'heure, on est quand même sur des accélérations qui sont hallucinantes. Hein. Le coût du kilowattheure PV, en 10 ans, il a été divisé par 10. Il y a 10 ans, le PV, tout le monde disait, c'est un truc de bobo, il n'y a que les Allemands qui jouent à ça. Résultat, les Chinois, ils s'y sont mis. Maintenant, c'est la technologie la plus compétitive au monde, le photovoltaïque. Enfin, je veux dire, c'est un no-brainer, plus personne n'a de doute. Quand on regarde la courbe du prix des batteries, on s'est amusé à normaliser, à regarder les pentes. Les batteries, on est parti sur la même chose. Et l'hydrogène, en fait, si on regarde la pente photovoltaïque, batterie, hydrogène, ça va être des pentes qui vont être les mêmes. Dans les deux cas, il y a des innovations monstrueuses. Enfin, les plans sur l'hydrogène en France, c'est 7 milliards. En Allemagne, c'est 9 milliards. Enfin, le plan Hulot, il y a 2 ans, c'était 100 millions sur l'hydrogène. Voilà. Sur les batteries, c'est des investissements énormes. Enfin, on est sur des trucs où il y a quand même des sommes extrêmement importantes qui sont mises. Donc, il y a de l'innovation qui va être qui est intensive sur le sujet, et pas qu'en France et pas qu'en Europe. Et après, on est quand même sur des effets de massification qu'on en parle. Enfin, tout le monde parle de gigafactory. Hein. Il y a 35 gigafactories de batteries qui sont en cours de construction en Europe. Donc, il ne faut surtout pas raisonner avec le coût actuel des batteries et il ne faut surtout pas raisonner avec le coût actuel de l'hydrogène. Sinon, on ne va rien faire. Donc, c'est là qu'il faut être smart. Et c'est là que, quand on réfléchit à nos stratégies, il faut se projeter. Voilà, faut se projeter. Et de la même manière, voilà, on a vu comment ça avait fait sur le PV, faut faire sur les autres, il faut regarder sur la même chose. Voilà, sur les gaz verts, sur les carburants soutenables, tout ça, ça va... Et alors, nos sujets de souveraineté et éventuellement de taxe carbone, etc., ça va quelque part accélérer encore les business cases. Mais voilà, moi je pense que le truc, de toute façon, il est parti. Et je pense qu'on a intérêt à... Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis. On n'est pas les, c'est parti. Il y en a beaucoup qui sont et on a intérêt à être à se bouger parce qu'il y a un sujet environnemental. J'ai le temps pour 2 petites questions et je serai rapide dans les réponses. Parce qu'on parle beaucoup du sujet environnemental, mais il y a un sujet économique majeur quand même. Hier, il y avait Diego Pavia d'InnoEnergy qui racontait que lui, les 72 premiers jours de son année, il travaille pour payer l'énergie qui est importée, qu'il importe de... Voilà, si on est derrière ce sujet de souveraineté, il y a des sujets quand même de croissance, d'autonomie, de création d'emplois. Voilà, donc il y a le sujet climatique qui est urgent, il n'y a qu'à se rappeler le rapport du GIEC, mais il y a aussi quand même des sujets de souveraineté et économique pour la France et pour l'Europe. Hein. Merci, je crois qu'il y avait une petite question par ici. Je vous remercie d'être rapide parce que le temps est presque écoulé. Oui, bonjour, Eric de Handia. Moi, je travaille dans les projets d'immobilier bas carbone et notamment j'adresse le sujet de la rénovation à grande échelle du parc existant. Et je me demandais ce que vous dites aux clients qui sont des grands propriétaires fonciers qui connaissent pas forcément très bien leur patrimoine quand vous discutez avec eux et qu'ils ont du mal à justement dire OK, go, maintenant on y va et on lance le programme de rénovation. On essaie de les convaincre par tous les moyens possibles. Non, mais je dirais, ça veut dire qu'il faut du diagnostic rapide pour faire des prévisions. C'est une question de travailler la proposition de valeur, en fait. Et donc, ce qui se passe en France, ou les arguments utilisés en France, où on a un certain cadre à la fois réglementaire qui pousse quand même pas mal,
même si ça ne va pas assez vite. Et dans d'autres pays du monde, ce n'est pas forcément les mêmes. Mais donc, là où il faut qu'on... Enfin, voilà, j'ai pas d'autre réponse que ça. On travaille vraiment la proposition de valeur en étant prêt à déborder un petit peu du simple rôle d'installateur de systèmes d'isolation, par exemple, à un peu plus pour s'engager au plus dans le risque financier, etc. etc. Voilà, c'est ça qu'on est capable aujourd'hui de mettre un peu sur la table pour faire progresser cet objectif commun, en fait, et la répartition des risques. Et des bénéfices, bien sûr. Très bien, merci. Je crois que j'avais dit 2 questions. Une toute dernière, si vous voulez. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre rapidement. Et moi, je travaille chez Vinci aussi, et je voulais remercier Isabelle Spiegel pour être la première de ce forum à avoir dit le mot sobriété. Moi, je suis là depuis hier. Et du coup, ma question, c'était de remettre un petit peu l'église au milieu du village en disant que les émissions de gaz à effet de serre, en fait, elles n'ont pas baissé dans toute l'histoire de l'humanité grâce à l'efficacité énergétique. Ça a juste réussi à déployer des solutions à cause de l'effet rebond, quoi. Et dans les entreprises, je vois que c'est un concept qui est rarement abordé. Après, c'est pas évident de le faire. Parce que l'excuse, c'est qu'on répond à la demande, mais il y a plein de moyens, de le faire, quoi. Et je vois qu'il y a une dynamique de quoi qu'il en coûte. Du coup, est-ce que vous pourriez me donner votre ressenti sur comment mettre en application ce concept dans les business, quoi? Et après, on conclura sur la partie numérique vert, si vous voulez bien rapidement. Oui, je pense que sur ce sujet de la sobriété, hein, en tout cas au fond de l'empreinte carbone, moi je n'ai juste un témoignage qui est la décision que nous on a prise au niveau du groupe, c'est effectivement de dire on a un objectif de neutralité carbone en 2050, hein, mais à l'échelle d'un opérateur comme nous, hein, parce que on va faire moins 20% en 2025. Et un des piliers qui est à l'intérieur, et avec les 38 000 salariés que nous représentons, c'est cette sobriété-là, c'est mis en avant tous les jours. La question n'est pas de dire ça va peser énormément dans le bilan carbone, c'est ça qui va tout changer, hein, mais par contre, la force de la multitude, comme je disais tout à l'heure, est très importante. C'est-à-dire qu'il faut, pour réussir à faire moins 20%, aujourd'hui, Enedis pèse 1% du bilan carbone de la France, hein. Donc, et moins 20% en 2025, c'est colossal. Et donc là, cette partie-là fait partie, pour nous en tout cas, c'est un... On ne l'a peut-être pas dit, moi je ne l'ai pas dit là parce que ce n'était pas le sujet en tout cas de notre échange, mais c'est un point central, en tout cas en interne, de notre fonctionnement sur ce sujet de la sobriété, quoi. Très bien, merci. Puisque c'est le point central, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. Merci. Isabelle, Sandra, Patrick, François, merci à tous. Donc vous avez compris, il y a encore d'autres conférences auxquelles vous êtes attendus. Le village en bas, sur lequel il y a plein de start-up et d'entreprises qui ont des solutions à proposer et qui sont disponibles pour discuter avec vous.